Bonjour à vous tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire pour parler avec vous des process d'approvisionnement et de préparation de commandes automatisées pour les petites charges. Tout d'abord, je vous propose de nous présenter. Donc, je suis Pierre-Alain Gadal, responsable des activités projets logistiques au sein de la direction des systèmes logistiques de Jungenrich France. Je suis en charge de la conception et la réalisation des projets d'automatisation des processus logistiques et je travaille dans ce domaine depuis plus de 38 ans maintenant. Ève, je te laisse le soin de te présenter peut-être. Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Ève Mouton, je suis responsable du business développement pour la France chez Magasino, donc responsable des activités commerciales et marketing pour la France. Très bien. Est-ce que tu peux nous préciser pourquoi nous avons décidé de faire ce webinaire ensemble aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le groupe Jungenrich fait partie des leaders en conception et réalisation de systèmes logistiques. Il affiche clairement un axe de développement majeur pour les 5 prochaines années dans les systèmes automatisés, avec des solutions qui ont pour objectif de prendre en considération toutes les problématiques de flux, de palettes, de cartons, jusqu'à l'article lui-même. Magasino est, elle, une jeune entreprise munichoise, présente sur le marché depuis 2014 maintenant, avec une expertise unique dans le pilotage et la navigation de petits AGV autonomes, particulièrement agiles dans un environnement complexe. Magasino recherchait des partenaires pour accroître son développement. Nos deux entreprises ont donc signé un accord de collaboration afin de mutualiser les compétences et les forces techniques et commerciales. Dans ce contexte, il nous apparaissait logique d'animer ensemble notre webinaire sur l'automatisation des processus de préparation de commandes et d'approvisionnement pour les petites charges en environnement existant. Pierre-Alain, donc avant de rentrer dans le détail de notre agenda, est-ce que peut-être on pourrait dire quelques mots sur ce qui nous a amené à proposer ce webinaire? Oui, bien sûr. Nous avons tous vu au cours des derniers mois que la logistique a fortement été impactée par la crise du Covid. Elle a dû s'adapter à de nouvelles contraintes. Cette situation difficile a mis plus en avant encore des besoins, des impératifs, comme la qualité de préparation, la continuité des opérations, l'agilité des systèmes. De plus, les achats sur Internet ont explosé durant ces périodes de confinement et les habitudes prises seront probablement durables, elles-mêmes étendues à des produits que l'on n'avait pas l'habitude de commander sur Internet. C'est pourquoi nous vous proposons d'aborder ce sujet aujourd'hui ensemble au travers de différents points. Nous vous proposons donc d'aborder les enjeux principaux de ces problématiques, de vous présenter des use cases qui illustrent ces enjeux, et puis d'effectuer un temps, évidemment, de questions-réponses. Tout à fait. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas donc à les écrire dans le chat. On prendra du temps à la fin avec Pierre-Alain pour répondre au plus des questions possibles. Sinon, le reste des questions seront répondues par mail. Voilà, donc justement, Pierre-Alain, si on se concentre sur les enjeux principaux qui touchent les processus d'approvisionnement de lignes ou de préparation de commandes de nos clients, quels sont-ils? Écoute, cette crise que nous vivons actuellement ne sera malheureusement pas la dernière. Et nous allons devoir nous habituer et nous organiser pour y faire face et assurer la continuité des opérations logistiques. Les enjeux sont alors multiples, puisqu'il s'agit de disposer des stocks de sécurité suffisants pour les produits et les matières essentielles. C'est une question qui va fortement revenir vers nous au travers des modes de calcul pour les dimensionnements. Rendre les processus simples pour être facilement placés en mode dégradé. Plus les processus sont simples et visuels, plus il est facile d'intervenir manuellement si nécessaire. Être moins dépendant de la main-d'œuvre qualifiée, risquant à manquer en ces cas de crise. Cette dépendance fragilise la continuité des opérations. Augmenter significativement la qualité des opérations logistiques, effectivement, les erreurs sont source de suractivité, voire de rupture d'activité, et ce, encore plus en situation de crise ou de tension forte. Oui, tout à fait. Donc, je pense que pour nos participants, se pose alors la question de l'automatisation. Donc, Pierre-Alain, est-elle envisageable dans tous les environnements? Écoute, l'automatisation est envisageable dans presque tous les environnements, industriels et logistiques. Mais la question est plutôt, quel est l'impact de cette automatisation sur les infrastructures? Car en effet, selon les impacts, différents aspects sont à prendre en compte. Il y a un aspect économique, avec la notion de ROI, retour sur investissement. Plus vous aurez d'impact sur les infrastructures bâtiments, plus le coût d'investissement sera élevé et moins le ROI sera bon.
Il y a un aspect concernant l'évolutivité des systèmes. Évolutivité, agilité, moins le système est structurant sur les infrastructures, plus il sera évolutif et agile. Il y a un aspect concernant l'image, la promotion d'une culture d'entreprise, tu vois, moderne, logistique 4.0. L'image est très importante pour certaines activités. Enfin, il y a un aspect financement, l'investissement ou coût d'exploitation. L'automatisation mobile peut être comptablement assimilée à de l'OPEX. Donc, la bonne solution, c'est l'automatisation mobile et intelligente. D'accord. Donc, est-ce que nos auditeurs peuvent imaginer une combinaison entre différents systèmes? Oui, Ève, il faudra bien sûr combiner les organisations, les systèmes et les ressources. La réponse technique unique n'existe pas. Donc, la réponse à des situations changeantes ne peut se faire qu'avec plusieurs choix techniques adaptés et évolutifs. Il faudra faire cohabiter encore plus les hommes et les machines. La notion de cohabitation pour la robotique moderne est un enjeu majeur, tu le sais. Oui. Il faudra combiner différents types de systèmes, plus ou moins automatisés. Combiner des technologies sera sans doute la meilleure des réponses. Mais Ève, tu vas probablement vouloir illustrer tout cela pour nos participants à ce webinaire par des enjeux à l'aide de use cases que tu auras sélectionnés pour nous. Oui, tout à fait. Donc, avant d'entrer dans le détail des cas d'application, j'aimerais résumer un peu ce que tu viens de nous expliquer. Donc, je dirais qu'on peut dresser un cahier des charges auquel la logistique du futur va devoir répondre pour faire face aux défis que tu nous as exposés jusqu'à présent. D'abord, on peut dire les exigences en matière d'ergonomie et de sécurité au travail vont augmenter et encourager à utiliser la technologie pour soutenir les processus manuels. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée va s'intensifier et nous obliger à nous appuyer sur des solutions plus automatisées, c'est bien ça? C'est vrai. Ensuite, très important, l'interaction entre l'homme et la machine qui sera décisive, car on ne pourra pas tout robotiser. Et ensuite, la mise en place de solutions modulaires sera essentielle pour pouvoir relever les divers nouveaux défis que tu nous as exposés justement au-dessus. Et la simplicité de la mise en œuvre et la flexibilité des technologies qui conduiront inévitablement à une réduction des CAPEX. Très bonne synthèse. Voilà, donc chez Magasino, nous sommes sûrs que c'est la robotique avancée qui va venir apporter une solution. La robotique avancée, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et je pense que le concept des solutions Magasino illustre très bien le principe de robotique avancée. Donc, en effet, chez Magasino, nous créons des robots capables de percevoir et d'interagir avec leur environnement comme un opérateur humain. Donc, pour ce faire, nous avons basé nos robots sur plus d'une soixantaine de caméras et capteurs. Et c'est ça qui va nous permettre de rendre ces robots coopératifs et ainsi pouvoir travailler en parallèle avec des opérateurs humains dans la même zone et en toute sécurité. Donc, ces robots sont également capables de prendre des décisions en direct, d'adapter leur comportement à leur environnement réel. Donc, par exemple, si on a une palette qui se trouve au milieu de l'allée de picking, mais qu'elle n'est pas censée être là d'habitude, elle sera bien perçue comme un obstacle par le robot qui va simplement le contourner. Et après, si c'est un opérateur qui passe avec un chariot de préparation, par exemple, le robot va simplement le laisser passer ou emprunter un autre itinéraire plus rapide si besoin. Donc, toutes ces informations qui sont emmagasinées par les caméras et les capteurs vont être stockées sur le cloud. Et grâce à l'intelligence artificielle, les robots vont apprendre de leur expérience et ainsi devenir toujours plus rapides et performants. Très bien, Ève. Comment Magasino met-elle en œuvre des solutions plus concrètement chez des clients? Alors, je propose de vous parler en premier d'un de nos robots, donc Toru. Toru est un robot de préparation de commandes intelligent et mobile pour les entrepôts de boîtes à chaussures. Il prend en charge donc les opérations de mise en stock, de préparation de commandes et d'optimisation des stocks en saisissant en fait des objets individuellement. Donc là, on va avoir des interactions possibles avec des étagères, dynamiques ou non, des chariots, des convoyeurs.
Et ce robot est actuellement déployé chez les clients que vous voyez en bas de la slide. Donc, pour rendre tout ça un petit peu plus concret, je vous propose de regarder ensemble une vidéo. Donc, hop, voilà. Donc, cette vidéo a été tournée chez notre client ASICS dans un environnement B2B. Donc, si vous avez le son dans la vidéo, n'hésitez pas à le couper. Donc, D'accord. c'est parti. Donc là, on voit Toru qui va sortir de sa station de rechargement et se diriger vers la zone de picking active pour exécuter un ordre de prélèvement. Donc, il peut effectuer du picking entre 8 cm et 2,50 m de hauteur. Une fois qu'il est dans l'emplacement, voilà, il ouvre sa tour et grâce à ses caméras 2D que tu vois là et sa caméra 3D, il peut identifier les objets et ses dimensions. Ensuite, comme tu peux le voir, une fois qu'il a prélevé les boîtes, il va les saisir et les mettre dans ses étagères de transport. Donc là, vous voyez qu'il se dirige vers la zone de transfert pour consolider la commande B2B. Donc ici, chez ASICS, on a un chariot de préparation de commande. On peut tout à fait imaginer, pour nos participants qui ont peut-être des convoyeurs ou ce genre de choses, ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Ok, mais Ève, afin de bien comprendre cette vidéo, peux-tu nous préciser les différentes étapes qui sont exécutées par le robot dans le cadre de cette application pour ASICS? Oui, tu as raison. Donc, justement, j'ai préparé un petit schéma qui va nous expliquer de façon un petit peu plus détaillée toutes les étapes qu'on a vues. Donc, vous voyez, au petit 1, on va avoir Toru qui, en fait, connaît les différents emplacements des étagères de stockage. Il sait où se trouvent les espaces libres pour pouvoir déposer les boîtes. Il faut savoir que dans ces étagères de transport, il y a une capacité d'environ 16 boîtes à stocker. Donc, dans cette configuration-là, chez ASICS, on va faire soit du stockage, soit de la préparation de commande. Donc ici, Toru va toujours retourner à la station de transfert numéro 1 et continuer à stocker au petit 2. Donc, au petit 3, on voit Toru qui va faire de la préparation de commande. Donc là, il va recevoir des ordres de préparation via le WMS, comme les opérateurs humains. Et Toru va traiter ces ordres de préparation en optimisant les itinéraires. Ensuite, au petit 4, on voit qu'il navigue de manière autonome vers l'emplacement transmis, en navigation libre. Au petit 5, on le voit prélever des boîtes individuelles sur les étagères, parallèlement à des opérateurs. Et au petit 6, il va répéter ce processus jusqu'à ce que ces étagères de transport soient pleines, soit environ 16 boîtes. Et au petit 7, pour finir, on le voit qu'il se dirige vers la station de transfert. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, dans ce processus-là, c'est un chariot de préparation de commande qui ensuite va être transporté manuellement vers la station d'emballage. Très bien. Donc, on constate clairement que le Toru répond parfaitement à la gestion de ce type de charge en préparation de commande et aussi en réapprovisionnement. On l'a vu, elle peut enchaîner les missions de l'un et de l'autre. Mais existe-t-il une solution pour des charges un peu plus importantes, par exemple en réapprovisionnement de ligne de production? Oui, tout à fait. Pour ce genre de problématique, on va plus se tourner vers le Soto, qui, lui, est un robot d'approvisionnement intelligent et mobile pour les lignes de production industrielle. Donc, Soto est capable de manipuler différentes tailles et poids de bacs et ensuite de les placer dans diverses positions et hauteurs. Là, on va avoir des interactions possibles avec des racks dynamiques, des convoyeurs, etc. Et ce robot est en phase de développement avec les partenaires que vous voyez donc en bas de la slide et sera mis sur le marché d'ici 2022. Donc, pareil que pour le Toru, pour rendre tout ça un petit peu plus concret, je propose de vous montrer une vidéo. Hop. Donc, pareil que pour la vidéo avec ASICS, si vous avez le son, n'hésitez pas à le couper pour continuer à entendre les commentaires, si jamais. Hop. Ah, attendez, avant de démarrer, je vais préciser un petit peu le contexte de cette vidéo. Donc là, on a une vidéo qui a été tournée lors d'une démo avec le Soto 2 de Magasino à l'usine Miele en Allemagne. Donc, cette vidéo a été tournée en février 2021.
Et on va voir le robot Soto prélever, transporter et déposer des bacs de réapprovisionnement des lignes de production pour Mileux de manière totalement autonome. Donc, c'est parti. Donc, dans cette usine, il y a beaucoup de monde, beaucoup de circulation, mais Soto arrive à naviguer sans problème dans toute la zone. On va le voir là mettre un bac de 15 kg dans un rack dynamique. Il faut savoir que le Soto peut manipuler des bacs jusqu'à 20 kg. Et en même temps, il peut ramasser les bacs vides, bien sûr, pour les ramener plus tard à un emplacement de stockage des bacs vides. Maintenant, vous pouvez voir comme le Soto va mettre le bac dans ses étagères de transport. Voilà. Ici, vous pouvez voir les roues omnidirectionnelles faire leur travail. Donc ça nous permet de faire de la marche transversale du robot pour accoster la base de prise ou de dépose des bacs dans un minimum d'espace. Nous avons vu le Soto contourner la palette au sol qui représentait un obstacle. Donc elle a bien été reconnue et contournée par le Soto. Ici, on le voit faire de la prise et dépose, donc possible entre 35 cm et 1,70 m de hauteur, avec une capacité de transport entre 8 à 24 bacs en fonction de leur taille, bien sûr. Ici, vous voyez la rotation du préhenseur du Soto qui permet d'orienter la charge de prise ou de dépose suivant le besoin en long ou en large. Et donc le Soto peut effectuer des rotations soit de 90, soit de 180 degrés. Et pareil que pour le taureau, ici, on est sur une navigation libre, en toute sécurité, donc on peut tout à fait combiner cette automatisation avec des opérateurs qui vont venir travailler dans la même zone en toute sécurité. Très bien, Ève. On voit bien que ces deux produits vont parfaitement compléter la gamme des équipements et des solutions techniques que j'ai à ma disposition pour traiter les projets. Mais comment pourrais-je traiter un sujet actuel où les liaisons entre les bâtiments sont importantes et où je pensais utiliser un petit tracteur automatique de notre gamme Jungenrich? Eh bien, regardez, justement, j'ai préparé un petit schéma qui va tout à fait répondre à ce cas d'application, celui que tu es en train de me décrire actuellement. Donc, en effet, peut-être que parmi nos participants, certains vont avoir une route de plus de 500 mètres à faire où on va tout à fait pouvoir combiner avec des petits tracteurs automatiques Jungenrich. Donc ici, on voit au petit 1 le Soto qui va charger les chariots de remorquage avec des bacs pleins venant de l'entrepôt. Petit 2, on va avoir le train remorqueur de Jungenrich qui va transporter les chariots individuels vers la zone de montage. Ensuite, au petit 3, le train remorqueur place les chariots à des points centraux de la chaîne de montage. Et au 4, Soto va déposer les bacs pleins sur la ligne et récupérer les bacs vides en parallèle. Ensuite, au 5, Soto dépose les bacs vides sur le wagon du train remorqueur Jungenrich, puis le train va retourner à l'entrepôt. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne illustration de la complémentarité de nos systèmes. C'est clair, ces systèmes sont effectivement très complémentaires et on peut les combiner pour répondre à des problématiques spécifiques. Ce que l'on peut noter, et ça sera ma conclusion avant de répondre à vos questions, c'est que notre approche répond à des problématiques nouvelles d'automatisation, de préparation de commandes et de réapprovisionnement dans des structures simples existantes. Et j'insiste sur la notion de structure simple et existante, car c'est dans ce cadre que la prise en compte des critères tels que l'agilité, la non structurante, cohabitante et économique est primordiale pour une évolution réussie de votre organisation logistique. Super, merci pour cette conclusion, Pierre-Alain. Donc, on va prendre le temps maintenant de répondre à vos questions. Volontiers. Excusez-moi, j'ai oublié une slide. Hop, voilà. Donc, voilà. Ça va être notre slide de fin. Pendant ce temps-là, vous avez le temps d'écrire vos questions dans le chat. On va commencer à y répondre avec Pierre-Alain dans la limite du temps qui nous est disponible. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a là. Donc, Christophe qui nous demande quid d'une caméra encrassée sur un de tes robots. Oui, comment ça?
Eh bien, on peut répondre à Christophe que comme tout système automatisé, il y a bien évidemment une maintenance opérative à effectuer. C'est la même chose sur des systèmes de convoyeurs où il y a des cellules, des lecteurs de code à barre. Évidemment, il faut que les systèmes soient nettoyés euh, régulièrement pour qu'ils fonctionnent correctement. Je dirais que sur les robots, c'est pour les mêmes problématiques que pour toute installation automatique. Il y Oui, a des équipements de lecture, hein. tout à Tu fait, es Pierre. d'accord avec moi? Et d'ailleurs, Christophe, si vous avez un problème de caméra encrassée ou de poussière, vous recevrez une notification sur sur votre smartphone ou sur votre tablette qui sera directement envoyée par notre système pour vous notifier d'effectuer une maintenance de premier niveau. Ah, Voilà. Ensuite, on a une question de Mehdi qui nous dit le robot Toru peut-il désempiler les boîtes? Donc oui, le robot peut désempiler les boîtes, actuellement jusqu'à 3 boîtes, et nous sommes dans l'évaluation d'une possibilité de désempiler entre 4 et 6 boîtes. Jérôme nous demande si le stockage est aussi exécuté par le taureau. Eh bien oui, effectivement, hein, on l'a vu, Eve, le taureau peut prendre des missions aussi bien de réapprovisionnement que des missions de stock, donc de préparation de commandes. Et il peut alterner en suivant le nombre de missions qu'il réceptionne. Tout à fait, Pierre-Alain. Et j'ajouterais même qu'on peut effectuer des ordres uniquement de préparation ou uniquement de stockage, mais on peut également imaginer un système où on va combiner les deux, c'est-à-dire qu'on va faire de la préparation et en même temps, par exemple, remettre en stock des retours e-com. C'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Ouais, Donc, et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir combiner les deux avec le magasin embarqué, de partir avec des charges et en même temps de revenir avec d'autres charges qui correspondent à de la préparation de commande. Ouais. tout à fait. Ensuite, on a une question de Christophe. Donc, est-ce qu'il peut prendre en charge un colis de 25 kg? Donc, je ne sais pas de quel robot vous parlez, mais en tout cas, pour le taureau, on va être sur des charges de 5,6 kg maximum. 5-6 kilos. Et pour le Soto, on va être sur une charge de bac de 20 kg maximum. Pour le moment, en tout cas, c'est le développement actuel. Pour le robot actuel, oui, qui est encore en développement, comme on l'a précisé précédemment. Alors. Qu'est-ce que je vois là? Dans quel domaine est-il possible d'intégrer ce type de solution? Comme on l'a vu, le robot Toru est plus dédié à des boîtes de 5-6 kg et au format boîte à chaussures. Mais j'aurais tendance à penser que du moment que vous rentrez dans ce concept de boîte pas trop lourde et au format similaire, eh bien, on doit pouvoir piquer le robot Toru. En ce qui concerne le Soto, l'idée est de pouvoir l'implanter dans quasiment tous les domaines. Je vois principalement le luxe, ça touche à l'hygiène, l'automobile, l'industrie manufacturière pour l'électroménager par exemple, la pharmacie. Donc vraiment, on peut l'implanter dans bon nombre de domaines. Vous l'avez compris, avec sa marche transversale aussi, il a la capacité d'évoluer dans des allées très étroites. Et sur les sites de production, ben, il est très fréquent qu'on ait des allées plus étroites. Donc, ce robot s'adapte parfaitement à ce type de solution pour le réapprovisionnement de ligne, dans à peu près tous les domaines. Il n'y a pas franchement de… Donc là, je vois une question. Le picking peut-il être effectué directement sur une palette? Donc avec le Soto, pour l'instant, qui est notre robot qui est pour l'instant déployé chez nos clients, non, on ne peut pas effectuer de picking directement sur une palette, puisque en fait, la palette, ça ne va pas être comme les étagères qui sont fixes. Avec un code barre, la palette, ça se déplace, ça peut bouger. Donc, on ne va pas être sur une surface assez stable pour le robot. Ensuite, ce n'est pas sécurisé. Et on a trop souvent, c'est souvent trop bas aussi pour pouvoir permettre une saisie du robot. Donc voilà, pour l'instant, au niveau de la profondeur, en plus du bras et de la perception du robot, ce n'est pas des choses qui sont envisageables en termes techniques et sécurité.
C'est vrai, F, que pour le moment, ce robot n'a pas cette capacité, mais dans l'absolu et dans la projection des développements de Magasino, on pourrait peut-être aller vers ça. Mais effectivement, il faut quand même avoir la possibilité de repérer l'objet et qu'il soit pas n'importe où non plus. Donc, mais Voilà. ça pourrait être un développement intéressant, effectivement. C'est une bonne question. Ensuite, on a une question ici. Est-ce que les colis doivent être parfaits, qualité du carton, colis bombé? Donc, si vous parlez du taureau en termes de boîte à chaussures, comme on est dans un environnement existant, on va travailler avec les mêmes infrastructures qu'avec des opérateurs humains. Il est tout à fait possible que les boîtes ne soient pas totalement droites, qu'on ait peut-être le code barre un petit peu décalé ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas grave. Le taureau peut s'adapter à ce type de petits d'imperfections. Imperfection. Ce que je crois, c'est que pour ce que je connais du préhenseur, la problématique est plus pour l'application de la ventouse sur la face que le préhenseur lui-même. Le préhenseur lui-même est de telle manière à ce qu'il peut, je pense, accepter quand même des déformations sur les colis. Enfin, c'est toujours le même principe, hein. On est dans l'automatisation et la charge, eh bien, elle doit quand même respecter quelques caractéristiques. Mais peut-être qu'elles sont moins strictes que sur une installation automatisée de système de convoyeurs et autres équipements de type mini-load ou autre. Tout à fait. Je vois que l'ami attends, ça c'est Monsieur, ok, Michael. Y a-t-il un périmètre de sécurité autour du robot? Alors, Comment cela fonctionne un petit peu avec pour l'interaction humaine autour du robot? Alors, on n'a pas à proprement dire un périmètre de sécurité. En fait, le robot va fonctionner avec un sorte de scotch, si je puis dire, qui va en fait refléter les scanners du robot. Et à partir du moment où le scotch qui est en fait appliqué en bas de toutes les étagères peut refléter ce scanner, ça signifie qu'on n'a pas d'opérateur qui s'est faufilé, si je puis dire, entre le robot et l'étagère. Donc, ça envoie le signal au robot qu'il peut ouvrir sa tour pour taureau ou qu'il peut déployer son bras. D'accord. Ensuite, on a d'autres types de sécurité. Par exemple, à partir du moment où quelque chose va toucher la base du robot, il va tout de suite se mettre en arrêt sécurité. Et si un objet ou une personne s'approche du robot, il va ralentir automatiquement son allure, donc de façon à pouvoir circuler en toute sécurité près des humains. D'accord. Donc, quelle est la question de Marva, quelle technologie de navigation est utilisée? SLAM, oui, exactement. C'est exactement ce type de navigation. Donc, c'est une navigation contrôlée par la perception, basée sur la cartographie et la localisation simultanée. Donc, on dit SLAM. Voilà. Tout à fait. Donc, peut-être une dernière question. Oui. Avant de clôturer ce webinaire. Est-ce qu'il y en a une à laquelle on n'a pas répondu, Pierre-Alain? Je suis en train de les balayer pour toi. Ah oui, donc, une question de Jérôme. Avez-vous une structure SAV en France? Donc, on a un système de maintenance sur trois niveaux de maintenance qui peuvent être effectués à distance, sur place et à travers toute l'Europe. Donc, au niveau de ces trois niveaux de maintenance, donc on va avoir d'abord au premier niveau la maintenance effectuée à distance. Donc, ça va être effectué directement par nos déployeurs, nos opérateurs depuis Munich. Et dans ce cas-là, ils vont gérer les alertes en direct et vous ne vous rendrez même pas compte qu'une maintenance a été effectuée. Dans un second niveau, si la maintenance à distance de la part de nos opérateurs n'est pas possible,
on va avoir la maintenance de premier niveau de votre côté qui va rentrer en jeu et qui va être effectuée directement chez vous par le responsable de la flotte de robots qui aura été formé pour gérer ces erreurs au préalable. Donc, il peut obtenir une aide en direct grâce à une assistance vidéo qui est disponible sur l'application de gestion des robots. Et ensuite, dans un troisième niveau, si on a une pièce qui a besoin d'être remplacée, on peut l'envoyer pour que votre responsable maintenance logistique se charge de la réparation. Si ce n'est pas possible, bien sûr, notre service de maintenance se rend sur place en 24 heures et en fonction de la disponibilité des pièces détachées, on peut avoir une réparation du robot qui serait effectuée maximum en 72 heures. Et je crois pouvoir rajouter, Eve, que dans le cadre de notre partenariat, même si je n'ai pas tout le contenu des accords qui sont entre nous, il est possible peut-être aussi que vos robots puissent bénéficier de notre système de SAV qui, je le rappelle, s'appuie sur plus de 600 techniciens répartis sur tout le territoire. Un système, là aussi, automatisé de préparation de commandes des pièces détachées en Allemagne pour qu'elles soient préparées, livrées pendant la nuit dans les camionnettes de nos techniciens pour pouvoir intervenir dès le lendemain. C'est une force du groupe Uenrich pour son SAV. Je n'ai pas encore tous les tenants des accords, mais je suppose que probablement, dans le cadre de cette coopération, il y aura des extensions à venir, même si elles ne sont pas encore tout à fait. Ces extensions sont prévues plus pour le déploiement de Soto courant 2022, mais tu as tout à fait raison d'avoir souligné cette perspective. Donc voilà, je pense qu'on touche à la fin de ce webinaire. Pierre-Alain, en termes du temps, peut-être qu'on va devoir conclure. Eh bien, écoute, très bien. J'espère que l'on vous a intéressé avec Eve pour ce webinaire. Merci pour votre participation et nous prendrons le temps, bien sûr, de répondre à toutes vos questions par email. Voilà. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.